rongeurs, hein, qui montre que les animaux peuvent utiliser différentes formes de mémoire pour se déplacer dans un environnement et retrouver par exemple une source de nourriture, éviter un prédateur, ou là en l'occurrence il s'agit d'une illustration où je vous ai illustré ici un labyrinthe où l'animal doit apprendre à retrouver une sortie. Donc l'animal, ce qui a été montré, c'est qu'il peut utiliser des formes de mémoire implicite, donc dites non déclaratives, ou comme une forme de mémoire procédurale basée sur un indice, c'est-à-dire que l'animal, là, pour retrouver la sortie, pour se souvenir de là où est la sortie, pardon, peut se dire, je me souviens que la sortie est à côté de l'indice lumineux, donc il suffit que je suive cet indice lumineux, que je l'identifie, pour que je sache que la sortie est juste à cet endroit-là. Donc il s'agit d'une forme de mémoire procédurale, plutôt simple, hein, puisqu'elle est basée sur une stratégie de type stimulus-réponse. C'est une mémoire qu'on peut qualifier de plutôt facile et assez peu flexible, dans le sens où on imagine qu'un animal qui a appris à retrouver la sortie en se basant sur cet indice lumineux simple, eh bien, si l'indice lumineux disparaît, du coup, ça va être un peu compliqué de retrouver la sortie. Ça va être compliqué de faire preuve de flexibilité cognitive pour retrouver la sortie. Et les études menées chez les animaux ont montré que ce type de mémoire simple, procédurale, impliquait le striatum, et notamment le striatum dorsolatéral. D'autres études ont montré, là encore chez les rongeurs principalement, que l'animal qui se déplace dans un environnement pour retrouver une sortie, pour retrouver un site de nourriture caché par exemple, eh bien, peut utiliser une autre forme de mémoire qui est une mémoire un peu plus complexe, une forme de mémoire explicite, qu'on va qualifier de mémoire déclarative chez l'homme, qui est la mémoire spatiale dont vous avez probablement entendu parler. Mémoire spatiale qui est basée sur le fait que l'animal est capable au niveau neurophysiologique d'élaborer une véritable carte spatiale de son environnement. Donc là, on voit tout de suite que c'est une forme de mémoire un peu plus complexe, hein, puisqu'il y a quand même un contenu en mémoire qui est beaucoup plus riche. Et c'est aussi une forme de mémoire qui va permettre davantage la flexibilité comportementale ou cognitive, puisque comme l'animal, dans le cas de la mémoire spatiale, se base sur une carte mentale des informations de l'environnement et des relations entre ces informations qu'il a stockées en mémoire, si un des éléments de l'environnement disparaît, ce n'est pas très grave, puisqu'il peut encore se baser sur les autres informations et les relations entre ces informations en mémoire pour retrouver la sortie. OK ? Et c'est clairement, là, pour le coup, ça a été largement montré, une forme de mémoire qui implique de manière critique l'hippocampe. Alors, qu'en est-il des liens entre le stress chronique et ces différentes formes de mémoire? Parce que finalement, quand on s'intéresse aux effets du stress sur l'apprentissage de la mémoire, c'est important de considérer qu'il existe plusieurs systèmes de mémoire. Ça n'a pas forcément été étudié en soi, en étudiant les différents systèmes de mémoire dans les mêmes études, mais quand on regarde la littérature, ces différentes formes de mémoire ont été étudiées dans différents articles. Et clairement, ce qui ressort, c'est que les formes de mémoire qui impliquent l'hippocampe, comme la mémoire spatiale, sont très sévèrement impactées dans l'état de stress chronique. Donc il semblerait véritablement que ces formes de mémoire qui impliquent l'hippocampe sont des cibles privilégiées du stress. Quand je vous dis ça, là encore, il faut bien imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de données chez l'oiseau, hein, voire même il n'y en a pas du tout. Il y en a un tout petit peu, mais c'est rien du tout par rapport à la masse d'informations qu'on peut avoir chez les rongeurs. Qu'en est-il d'autres formes de mémoire comme la mémoire procédurale? Eh bien, là, pour le coup, les données sont assez contradictoires parce que certains auteurs semblent montrer que l'état de stress chronique n'a pas véritablement d'effet sur ce type de mémoire. Et d'autres auteurs semblent même évoquer l'idée que l'état de stress chronique aurait plutôt un effet qui améliore en fait ce type d'apprentissage et de mémoire. Mais d'abord, il faut se rendre compte que cette forme de mémoire-là, en lien avec le stress, a été moins étudiée que la mémoire spatiale ou que les formes de mémoire qui impliquent l'hippocampe. Du coup, ça peut aussi expliquer cette variabilité des effets, quoi. Puisque tous les protocoles ne sont pas tout le temps identiques. Mais globalement, ce qui se lit dans la littérature, c'est qu'il n'y aurait pas trop d'effet du stress. Alors du coup, évidemment, vous voyez arriver, nous, on a voulu essayer de voir si le modèle qui proposait qu'un phénotype d'émotivité élevée
associé à des désordres comportementaux et neurobiologiques liés au stress plus important. Est-ce que c'est vrai sur la mémoire? Et puis surtout, est-ce que c'est vrai en fonction est-ce que ça dépend du système de mémoire que l'animal utilise pour résoudre une tâche ou pour apprendre des informations dans son environnement? Donc on a posé la question, quels sont les effets quels sont les effets du stress, stress répété, stress chronique, sur les différentes mémoires explicites et implicites. Alors là, en l'occurrence, nous, c'est spatial versus indicé, en fonction d'un trait d'émotivité. Donc, les expériences que je vais vous présenter, elles suivent le protocole suivant. Donc, on retrouve nos lignées de caille génétiquement sélectionnées avec la lignée E+, fortement émotive, la lignée E- fortement émotive. Certains individus ont été exposés au protocole de stress chronique qui consiste à délivrer 5 à 6 stimulations négatives chaque jour pendant 3 semaines. Évidemment, il y a un groupe témoin, les témoins n'ont pas été exposés au protocole de stress chronique. Et à la suite du protocole de stress répété, les individus ont été exposés à un apprentissage spatial, et ensuite on les a soumis à un apprentissage non spatial, à un apprentissage indicé. Pour évaluer les effets du stress sur la mémoire explicite et sur une forme de mémoire non déclarative comme une forme de mémoire implicite. Alors pour ça, on a développé des tests qui étaient adaptés à nos oiseaux et qui permettent d'étudier les différentes formes de mémoire. Donc je vous présente ici un test on a copié en fait ce qui se faisait soit chez d'autres oiseaux ou soit chez d'autres espèces pour étudier la mémoire spatiale. Il s'agit d'une arène dans laquelle il y a des pots qui sont tous identiques et en utilisant un protocole un peu spécifique avec des phases d'habituation, une phase d'apprentissage. Le but du jeu pour l'animal va être d'apprendre à retrouver l'emplacement du pot qui contient la nourriture, sachant que tous les pots sont identiques. On fait en sorte que les animaux apprennent l'emplacement du pot et non pas la couleur du pot ou quelque chose dans l'environnement qui est saillant. Et naturellement, là je n'entrerai pas dans les détails, mais on a validé que notre procédure d'apprentissage et ce test d'apprentissage impliquait bien l'hippocampe, puisqu'elle est sensible à une lésion de l'hippocampe. Alors, si je peux peut-être... alors, comment je vais faire? Je vais arrêter 2 secondes le